Bonjour à tous. Vous savez, d'une manière générale, je suis pas très fan de théories en tout genre concernant les œuvres de pop culture. Très souvent, c'est des trucs genre Sacha est dans le coma et les Pokémon sont dans sa tête depuis le début, ou alors Dumbledore et Gandalf sont en réalité la même personne. En somme, des trucs pas très élaborés ni très pertinents. C'est donc pour ça que j'ai mis du temps avant de me décider à parler de théories sur ma chaîne. Et pourtant, certaines théories autour de l'univers Doctor Who sont non seulement assez crédibles, mais en plus permettent d'expliquer certains éléments jusqu'alors restés sans explication. Je vais donc vous présenter 3 théories que j'ai élaborées moi-même, bien que je me sois parfois aidé d'éléments extérieurs. Je vous laisserai juger de leur qualité dans les commentaires. On commence par une théorie pas très originale et pourtant je l'aime beaucoup. Si vous êtes un fan de la série, vous vous êtes peut-être déjà demandé d'où viennent les Seigneurs du Temps. Car si l'on connaît l'origine de beaucoup d'espèces qui peuplent l'univers de Doctor Who, comme les Daleks ou les Cybermen, la race des Seigneurs du Temps, elle, demeure par bien des aspects très mystérieuse. On sait juste que c'est une civilisation très ancienne, mais leur capacité à voyager dans le temps rend difficile toute estimation concernant leur genèse. Du coup, se pourrait-il que l'origine des Seigneurs du Temps soit en réalité bien plus évidente et bien plus proche de nous qu'il n'y paraît? Se pourrait-il que les Seigneurs du Temps soient tout simplement des êtres humains évolués, voire même des êtres humains à leur stade final d'évolution? Commençons par le plus évident. Déjà, physiquement, ce sont clairement des humains. Alors évidemment, en réalité, ça s'explique par le fait qu'aux origines de la série, en 1963, à aucun moment il n'était question que le personnage principal soit un alien. C'est bien plus tard qu'on lui a attribué une origine extraterrestre. Puis encore plus tard, toute une mythologie autour de son peuple natal. Et plus généralement, Doctor Who est loin d'être la seule œuvre fictionnelle mettant en scène des extraterrestres à l'apparence totalement humaine. Le plus connu d'entre eux étant évidemment Superman. Bref, du coup, effectivement, physiquement, on peut dire qu'il y a un truc. Mais ça ne s'arrête pas là. Déjà, on peut noter que lorsqu'un Seigneur du Temps se régénère, il se retrouve systématiquement dans la peau d'un être humain. Je veux dire, on a eu l'occasion de voir pas mal de créatures humanoïdes dans Doctor Who, mais de toute évidence, aucune autre forme physique ne peut être incarnée par les Seigneurs du Temps. Ils ont tous obligatoirement une forme humaine. Mais vous vous doutez bien que le physique n'est pas suffisant pour affirmer une telle hypothèse. Donc pour la suite de mon argumentation, je vais me baser sur le Seigneur du Temps que l'on connaît le plus jusqu'à ce jour. Je veux bien évidemment parler du Docteur. Car oui, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cette blague récurrente concernant la série. Le Docteur, il peut aller n'importe où dans l'espace, et il va toujours sur Terre au Royaume-Uni. Ouais, ok, c'est marrant, parce que c'est vrai. Mais ça peut surtout s'expliquer, en fait. En effet, si on part du principe que les Seigneurs du Temps correspondent au stade final d'évolution des êtres humains, on peut donc supposer que si le Docteur semble tant tenir à la Terre, c'est tout simplement pour assurer leur protection, et donc s'assurer que leur descendance arrivera bien jusqu'à Gallifrey. Vous n'appartenez pas à ce monde. Non, mais j'y ai investi beaucoup de temps. Honnêtement, je trouve que ça semble parfaitement logique, car ça explique aussi pourquoi il embarque quasiment toujours des compagnons humains dans son TARDIS. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi il semble tant attaché aux fêtes de Noël, alors que c'est une tradition purement terrienne. On le sait, parfois il méprise les êtres humains, car leur intelligence est encore trop primitive, mais il les aime et les protège malgré tout, parce qu'il sait que s'il leur arrive quoi que ce soit d'irréversible, c'est tout le peuple des Seigneurs du Temps qui est en danger. Pour lui, assurer la protection des humains dans le passé, c'est assurer la présence des Seigneurs du Temps dans le futur. Donc pour résumer, on peut donc supposer que plusieurs milliers voire milliards d'années après notre ère, les humains ont dû s'exiler sur une autre planète. Ils auraient donc fini par découvrir une technologie qui les dépassèrent complètement et qui fut d'eux un tout autre peuple, bien plus évolué, ayant au passage gagné la capacité de se régénérer et bien plus respecté au sein de l'univers. Cette technologie étant bien entendu à l'origine de la découverte du voyage dans le temps. Bon, ok, ça explique pas pourquoi le Docteur se rend souvent au Royaume-Uni, mais bon, c'est déjà pas mal. Alors oui, je sais, techniquement, cette question a déjà eu une réponse dans la série. Mais je pense que, comme beaucoup, j'ai été carrément déçu par cette explication. Bon, recontextualisons. Au début de la saison 9, lorsque le Docteur effectue sa visite annuelle chez Papy Davros, ce dernier nous révèle l'existence d'un hybride, issu de 2 races guerrières. Selon lui, moitié Dalek, moitié Seigneur du Temps. Davros semble vouloir mettre la main dessus, tandis que le Docteur, lui, semble plutôt en avoir peur. Ce n'est que bien plus tard dans la saison, lors de l'incroyable épisode Heaven Sent, que l'on en apprend un peu plus sur ce fameux hybride. Car c'est bien cette hypothétique forme de vie qui vaudra au Docteur de se faire séquestrer dans une réplique beaucoup moins fun de Fort Boyard. En effet, le Docteur est ici contraint de donner des informations sur l'hybride s'il ne veut pas se faire cramer la tronche. Et c'est comme ça qu'on apprend que l'hybride n'est en réalité pas un mélange de Dalek et de Seigneur du Temps, car les Daleks par nature n'auraient jamais accepté un tel mélange, mais qu'il est en réalité moitié humain, moitié Seigneur du Temps. Jusqu'ici l'intrigue fonctionne parfaitement, et le spectateur lambda a totalement envie de connaître l'identité de ce fameux hybride. C'est alors que vient le final de la saison 9, Hellbent, dans lequel Ashildr fera cracher le morceau au Docteur, qui avouera que l'hybride est en réalité l'alliance de 2 personnes, le Docteur et Clara Oswald. Alors,
comment dire, je déteste ce dénouement en carton. Clairement, je ferai toujours partie des défenseurs de Steven Moffat, qui selon moi est un génie et s'en prend injustement plein la gueule par beaucoup de soi-disant fans. Pour autant, dans le cas du final de la saison 9, je ne comprends pas comment il a pu nous pondre une conclusion pareille. Nous teaser l'existence d'un redoutable hybride tout au long de la saison, entretenant le mystère jusqu'à un épisode incroyable qui restera gravé dans le panthéon des meilleurs épisodes de la série, pour au final nous sortir que c'est juste Clara et le docteur depuis le début. J'ai très clairement l'impression qu'il a totalement improvisé ça au dernier moment, histoire de boucler ça rapidement et passer à autre chose. Un peu comme le dénouement de la saison 6 d'ailleurs, mais bref. Donc personnellement, j'aime à penser que le docteur s'est en réalité complètement planté, ou alors qu'il cherchait à protéger le véritable hybride, ce qui ne colle pas complètement puisqu'il a été ressuscité Clara pour qu'elle puisse l'oublier dans le but de la protéger. Enfin, quand on y pense, même en partant du principe que l'hybride est l'unification du docteur et de Clara, pourquoi il décide de la faire revenir alors qu'il suffisait de la laisser mourir tranquille? Genre si l'un d'eux meurt, il n'y a plus d'hybride, logiquement non? Et puis ici, son idée c'est que l'un d'entre eux doit oublier l'existence de l'autre, il n'a qu'à s'auto-infliger la perte de mémoire, au lieu de la faire revivre et ensuite faire une partie de roulette russe avec elle pour qu'au final l'un d'eux perde la mémoire. Genre c'est abusivement tiré par les cheveux. Enfin bref, ce final n'a aucun putain de sens. Donc partant de ce principe, j'estime qu'on peut imaginer n'importe quelle autre explication en ce qui concerne l'hybride. Alors selon moi, qui est l'hybride? Eh bien finalement, pas la peine d'aller chercher très loin. La solution la plus simple étant bien souvent la meilleure. River Song pourrait parfaitement correspondre à la description de l'hybride. Car attention, spoiler, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas regardé la série depuis longtemps, ou simplement pour ceux qui n'ont jamais maté un seul épisode, sérieusement, qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez vraiment pas mieux à faire là? River Song est issue du fricotage entre Amy et Rory dans le TARDIS, et il a été révélé dans la saison 6 qu'elle possède un ADN dont une partie est estampillée Seigneur du Temps, ce qui fait qu'elle est la suspecte idéale dans cette affaire d'hybride. Mais ce n'est pas tout. Bah oui, ma théorie ne se résume pas à vous sortir le nom du seul personnage de la série connu pour être mi-humain, mi-Time Lord. Il y a en effet quelques indices qui me laissent penser que ce personnage pourrait effectivement être décisif dans une guerre qui opposerait deux races guerrières. Encore une fois, je vous laisse vous remémorer vos vieux souvenirs de la saison 6, que j'espère vous avez tous vu. Cette saison est particulièrement centrée sur le personnage de River Song, puisqu'elle est au centre d'un complot qui vise à anéantir le docteur. La question qu'on est en droit de se poser lors du visionnage de cette saison, c'est pourquoi River Song ? Pourquoi elle particulièrement a été choisie pour assassiner le docteur? Et c'est là que c'est intéressant, puisqu'aucune réponse n'est véritablement apportée durant cette saison. On sait juste que la fille d'Amy et Rory a été soigneusement sélectionnée dans le but très précis de faire disparaître le docteur, mais on n'en sait pas plus sur l'origine de ce choix. On peut donc supposer qu'elle est en possession d'une capacité unique qui permettrait d'annihiler un individu de la race des Seigneurs du Temps, comme on peut le voir dans la fameuse scène du lac Silencio. Ne me demandez pas pourquoi, après tout, la série n'explique pas concrètement pourquoi le gosse d'Amy et Rory est devenu à moitié Seigneur du Temps, juste parce qu'il a été conçu dans un TARDIS. Donc à partir de là, on peut se permettre de supposer toutes sortes de choses. Donc en clair, la confrérie du silence aurait voulu choper River Song dès sa naissance, car elle serait en capacité de pouvoir neutraliser la race des Seigneurs du Temps. Suite à ça, on peut donc imaginer que la rumeur d'un être capable d'une telle prouesse s'est répandue un peu partout dans la galaxie, pour arriver jusqu'aux oreilles décrépites de Davros, qui avait pour but de s'en servir pour détruire définitivement les Seigneurs du Temps. Franchement, vu sous cet angle, je trouve que cette théorie fonctionne parfaitement. Alors ok, pour ça il faut passer sous silence certains éléments de la saison 9, comme ça par exemple. L'hybride, dont le destin est de conquérir Gallifrey et de se tenir au milieu des ruines. C'est moi. Mais on peut toujours supposer que le docteur ne savait pas qui était réellement l'hybride. Peut-être même qu'il l'a volontairement oublié dans le but de la protéger. D'ailleurs tiens, juste pour ajouter une dernière couche avant de passer à la théorie suivante, vous vous rappelez qui le docteur rencontre juste après le final de la saison 9? Tiens donc, River Song. Vous savez, il y a pas mal de mystères autour de l'univers Doctor Who. Certains peuvent être dus à des plot holes, des trous dans le scénario, mais d'autres sont simplement des zones d'ombre qui n'ont pas pour but d'être éclaircies un jour. Et c'est le cas pour ce qui est probablement l'un des plus gros mystères de la série. Qui est The Curator? The Curator, ou le conservateur en français, est un personnage apparu à la fin de l'épisode spécial des 50 ans de la série. Dans les faits, c'est tout simplement Steven Moffat qui souhaitait intégrer Tom Baker, le docteur le plus populaire de la série classique, à ce fameux épisode spécial. Et après tout, pourquoi pas? Cet épisode
l'épisode est censé fêter le 50e anniversaire de la série, et pourtant aucun acteur classique n'y est présent. Le problème étant que Tom Baker a officié en tant que docteur dans les années fin 70, début 80. Donc autant dire qu'en 2013, le pauvre n'était hélas plus tout jeune, donc difficile de lui refiler le rôle du 4e docteur comme à l'époque. Steven Moffat a donc eu l'idée de quand même l'intégrer à la fin de l'épisode comme une sorte de clin d'œil aux fans des classiques, mais sans jamais explicitement faire comprendre aux spectateurs quel personnage il incarnait. Du coup, on a eu le droit à un dialogue extrêmement énigmatique entre Tom Baker et Matt Smith, dans lequel il est sous-entendu que ce vieil homme, qui n'est désigné que par sa profession de conservateur du musée, serait en réalité le docteur, mais en fait pas vraiment. Enfin en tout cas eux ils se comprennent. Bref, en somme, un délire absolument incompréhensible pour n'importe quel spectateur. S'il est évident qu'ici Moffat a juste voulu se la jouer à la J.J. Abrams en créant un mystère qui n'a en réalité pas pour but d'être expliqué, on peut quand même tenter de chercher une explication logique à cette histoire de conservateur. L'hypothèse la plus évidente est que ce vieil homme est une version future du docteur, très probablement sa dernière incarnation, ayant repris sa 4e apparence physique. C'est la théorie la plus populaire auprès des fans, tellement populaire qu'elle est très souvent admise comme étant la véritable explication. Et quand on prête attention au dialogue, ça semble effectivement très logique. D'abord, avant de rencontrer le conservateur, le docteur dit ceci. Je pourrais devenir conservateur. Je pourrais transmettre tant de choses. Je me verrais bien en grand conservateur. Une amorce déjà très convaincante, mais ce n'est pas tout. Car un peu plus loin dans leur échange, on peut y entendre quelque chose de bien plus intriguant. Ça pourrait bien vous arriver. Je n'oublie jamais un visage. Je le sais bien, docteur. Et avec le temps, cela ne va pas s'arranger. Les visages amis vous reviendront à la mémoire. Vos préférés surtout. Ici la phrase « Les visages amis vous reviendront à la mémoire. Vos préférés surtout. » semble très clairement être une manière assez peu dissimulée de faire comprendre au docteur qu'il aura la possibilité, dans un futur lointain, de réobtenir d'anciens visages. Et la suite semble nous confirmer que les deux hommes sont en réalité une seule et même personne. C'est en tout cas ce que l'on suppose, car cette partie du dialogue est très certainement volontairement confuse pour embrouiller le spectateur. À vous de voir, je ne peux vous dire que ce que je ferais si j'étais à votre place. Ah, si j'étais à votre place, mais que dis-je? Allez savoir, peut-être étais-je à votre place un jour. Ou peut-être est-ce vous qui êtes moi. Ouais. Sans déconner, allez comprendre quoi que ce soit à cet échange. Et qui peut comprendre le sens de tout ça? Ah bah ça je te le fais pas dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce dialogue concrètement? Eh bien en effet, il semble nous faire comprendre que le conservateur est effectivement une incarnation future du docteur. Une incarnation future qui aurait repris un de ses anciens visages, le 4e, car semble-t-il, il l'aimait bien. Alors personnellement, je n'aime pas beaucoup cette explication. En fait, je n'aime pas du tout l'idée selon laquelle le docteur pourrait choisir son visage. J'ai totalement détesté ce moment complètement sorti de nulle part dans The Girl Who Died, qui se force à justifier la présence de Peter Capaldi dans le rôle du 12e docteur, juste parce qu'il avait déjà joué dans un épisode de la saison 4. On s'en fout. Enfin, personnellement, je m'en fous. Effectivement, oui, c'est le même acteur, mais rien ne les obligeait à justifier ça. Freema Anggeman avait aussi joué un autre rôle dans le final de la saison 2, juste avant de devenir la compagne régulière de la saison 3 un épisode après. Karen Gillan avait joué dans l'épisode Fire of Pompeii, avant de devenir Amy Pond, épisode dans lequel apparaît justement Peter Capaldi pour la première fois. Et on peut même aller plus loin. Dans les classiques, Colin Baker a aussi joué un rôle secondaire dans un épisode de la série, avant de devenir le 6e docteur. Et aucune de toutes ces récurrences d'acteurs n'a été justifiée. Alors pourquoi justifier, maladroitement en plus, l'arrivée de Capaldi dans la peau du 12e docteur? D'ailleurs, il avait aussi eu un rôle dans Torchwood qui, je le rappelle, est un spin-off de Doctor Who, donc censé se dérouler dans le même univers que Doctor Who. Mais ça, bizarrement, ils n'ont jamais pris la peine de l'expliquer. Bref, tout ça pour dire que je n'aime pas du tout l'idée que le docteur choisisse son apparence physique, et donc encore moins qu'il puisse reprendre possession d'un ancien visage. Je vois mal le docteur se soucier suffisamment de son apparence et suffisamment nostalgique au point de carrément revenir en arrière à ce point. Et pourquoi il aurait choisi spécifiquement le 4e? Et puis franchement Moffat, si c'est bien ça que tu sous-entendais, t'as pas l'impression de foutre les futurs showrunners dans la merde avec cette idée? Je me permets donc de proposer l'hypothèse suivante. Et si le conservateur était une version alternative du Docteur? Une version qui n'aurait pas connu d'autres régénérations après sa 4e incarnation. Il est vrai que dans Doctor Who, les mondes parallèles et autres temporalités alternatives ne sont que très rarement évoqués, mais on sait qu'ils existent bel et bien. C'est d'ailleurs cette thématique qui sera abordée tout au long de la 2e saison des New Who. L'épisode Rise of the Cybermen est particulièrement intéressant à ce sujet, puisqu'il introduit une version alternative de Mickey Smith, mais aussi de Jackie et Pete Tyler. On sait donc qu'il existe des mondes parallèles dans lesquels il existe des versions alternatives de différentes personnes. Et alors là, naïf que vous êtes,
Peut-être que vous me répondriez, oui, mais le docteur c'est différent, c'est un seigneur du temps, il voyage dans le temps, blablabla. Si vous vous intéressez un peu à la série classique, oui, même moi ça m'arrive, vous pourrez découvrir l'existence du Valeyard. Les plus assidus le connaissent probablement déjà, mais pour rappel, le Valeyard est une version alternative du docteur, apparue dans la 23e saison classique de Doctor Who. Il est tout simplement ce qu'aurait été le docteur s'il avait mal tourné lors de sa 12e incarnation. C'est donc totalement canonique dans la série, il existe bien au moins une version alternative du docteur. Mais mon argumentation ne s'arrête pas là. Est-ce que vous savez quel épisode est considéré comme étant le pire épisode de toute la série ? Non, je ne vous parle pas des épisodes de Mark Gatiss, ou des arcs un peu mous du genou des classiques. Non, je vous parle de bien pire que ça. Je vous parle de Dimension in Time. Dimension in Time est l'épisode spécial 30 ans de Doctor Who, et raconte comment la quasi-totalité des incarnations du Docteur se sont retrouvées piégées et mélangées dans le temps. Le problème avec cet épisode, outre son scénario complètement absurde et mal foutu, c'est que c'est également un crossover avec un vieux soap-opéra britannique de l'époque. En gros, pour vous faire une idée, c'est comme si aujourd'hui on faisait un crossover entre Game of Thrones et les Feux de l'amour. Ça n'aurait aucun sens et surtout ça n'aurait pas la moindre chance d'aboutir à un résultat correct. Et c'est comme ça que les fans de l'époque ont eu le droit à ce qui aujourd'hui est considéré comme étant le pire épisode de toute la série. Bon alors pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce qu'avant la réalisation de cet épisode, plusieurs idées avaient été évoquées pour fêter ce fameux 30e anniversaire. Notamment l'une d'entre elles proposait un scénario bien différent, puisqu'il mettait en scène la Rani, vieille ennemie classique, récupérant le 4e docteur juste avant qu'il ne se régénère. Ce dernier devenant donc une version vieillissante du 4e. Et oui, déjà à l'époque, il fallait justifier le vieillissement physique de Tom Baker, et se faisant donc aider par toutes ses autres incarnations. On a bien là une ébauche de ce qui aurait pu être officiellement une version alternative et vieillissante de Tom Baker, le 4e docteur. Alors bien sûr, cette version du script n'a jamais vraiment vu le jour, mais peut-être que c'est ce qui a inspiré Moffat lors de la réalisation de The Day of the Doctor. Et dans tous les cas, personnellement, j'aime à penser que c'est bien cette justification qui explique la présence de Tom Baker à la fin de l'épisode des 50 ans. Car si on se repasse le dialogue, on se rend compte que ces théories ne fonctionnent pas si mal, notamment cette fameuse partie pas claire à la fin. Oh, si j'étais à votre place, mais que dis-je? Allez savoir, peut-être étais-je à votre place un jour. Ou peut-être est-ce vous qui êtes moi. Ouais. Ça pourrait assez bien fonctionner si on part du principe que ce sont bien les mêmes personnes à la base, mais que l'un est une version alternative de l'autre. Bon allez, moi je m'arrête là avec mes théories, j'espère sincèrement que ça vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous présenter uniquement les théories que je trouve les plus pertinentes, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A votre tour de me partager les vôtres, ou en tout cas celles que vous aimez bien. Quant à moi je vous dis à plus pour les prochaines vidéos.